papier dans les 3 jours en disant voilà ton cadeau de Noël chéri, donc qui est arrivé avec un peu de retard parce que je me suis aperçu ce matin que c'était Noël aujourd'hui. En revanche, les gens qui s'étaient fait fourguer une liseuse de chez Amazon en cadeau qui disaient oh putain. Bon, au moins fait l'effort d'aller chercher un truc en ligne le lendemain et puis voilà, comme on essaierait un nouveau gadget, le robot super mixeur que vous avez dans votre cuisine et après vous vous dites c'est trop le bordel, je vais réutiliser le vieux machin qui marche un peu mieux. Donc effectivement il y a des effets d'annonce qui font un peu peur. Faut pas se leurrer sur l'importance que ça prendra, le livre numérique, hein, mais pas non plus se laisser avoir avec des effets de ce type-là. Jean-Claude Lugnac. Moi, j'ai un cas un petit peu particulier parce que je publie des livres numériques aux États-Unis. J'ai 2 recueils que j'ai traduits, donc que j'ai mis. Oui, il faudrait peut-être prendre le micro. Oui. Quelqu'un peut-il le porter? Surtout pour que le public entende l'intervention de la question. Je disais, je suis effectivement dans le cas où je publie des livres numériques aux États-Unis, bon, puisque j'ai un éditeur pour ça, et donc ça passe par Amazon, par Barnes & Noble et toutes ces choses-là. Et on s'aperçoit qu'en fait, on a des populations qui achètent énormément de numérique, qui sont les étudiants. Parce que d'abord, les étudiants en particulier, moi je suis un auteur étranger pour les États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étudiants de littérature qui sont obligés de lire des livres étrangers, et il n'y a pas beaucoup de livres traduits. Donc c'est un marché dans lequel j'ai ma place, naturellement, et les facultés achètent. Les facultés achètent parce que d'abord, beaucoup d'étudiants ont des liseuses simplement parce que leur prof leur file des choses sur liseuse. Donc ce sont des gens qui se trimballent avec leur liseuse pour avoir les polycopes de cours que nous on a encore en papier, ou les bouquins de cours, et c'est une espèce de chose institutionnelle chez eux. Et tous ces gens-là ont un lien sur Amazon, sur Barnes & Noble, etc. Ensuite, aux États-Unis, on a clairement, pour autant que je puisse le constater, un seul vendeur, ou 2 et 3 vendeurs maximum plateformes de livres où tout le monde va acheter, qui sont Amazon, éventuellement 1 ou 2 autres trucs, Barnes & Noble marche. Apple s'est planté sur ce côté-là, semble-t-il, mais ils avaient visé ça, mais il n'y en a pas plus. En France, évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Ça, c'est un premier point sur lequel je voulais insister. Aux États-Unis, on est en train d'avoir véritablement une population de jeunes qui sont arrivés avec la liseuse parce que leurs études leur ont imposé. Si un jour en France ou en Europe on arrive avec une directive européenne qui dit le poids du cartable moins d'1 kilo, on sera obligé d'avoir des liseuses parce qu'on n'aura plus de bouquins, et à ce moment-là vous aurez des gamins qui ont appris à lire à l'âge de 7 ans sur une liseuse ou sur une tablette ou un truc comme ça, et pour qui le livre numérique deviendra en quelque sorte la norme. La différence du livre papier. Et ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Il y a des projets comme ça côté européen, je le sais pour travailler dans le domaine, et qui sont en ce moment bloqués par un certain nombre de choses, mais qui ne vont pas rester bloqués longtemps. Deuxième point que je voulais dire, il y a au moins un exemple d'une profession qui a disparu en 10 ans. Les gens en parlent peu, mais elle a disparu en 10 ans, c'est la profession de photographe. Le photographe qui était dans la plage ou dans votre petit village qui faisait des photos. Pourquoi? Parce qu'on fait tous des photos numériques, et quand on a besoin de les faire développer, soit on a un grand supermarché qui a une borne, soit on a Internet qui nous le fait. Donc le monsieur photographe, qui était quelqu'un qui en plus vous prenez les photos, allez au mariage, vous faisiez les reportages, etc., mais il n'est plus là. Et même sur les plages où vous aviez en principe les gens auxquels on a amené les rouleaux de film en disant tiens, j'ai photographié le bébé sur la plage, je veux avoir la photo, il n'y est plus. Donc en 10 ans, cette profession a totalement disparu. Et puis une troisième chose qui m'est arrivée moi dernièrement, ça m'a fait beaucoup rire, et puis après ça ne m'a pas fait rire du tout, je signe aussi des contrats d'édition musicale en tant que parolier. Et j'ai eu, il y a un an de ça, à signer un contrat où je cédais les droits pour la Terre et pour l'ensemble du système solaire. Je dois avouer que pour un auteur de science-fiction, tomber sur ça dans le paragraphe 2 de son contrat, c'était un contrat d'Universal, je me souviens, c'était un truc sérieux. La Terre et l'ensemble du système solaire. Là, on se tourne vers le producteur, on lui dit, écoute, je suis extrêmement flatté, mais je dois t'avouer que sur Mars, je fais un bide absolu. Et il dit, oui, mais la raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'il y a une menace, que les Chinois envoient des satellites en orbite, donc en dehors de la Terre, où ils feraient des broadcasts de chansons sans payer de droits parce qu'ils sont en dehors de la Terre, et ils nous ont déjà fait des coups comme ça. Ensuite, on peut utiliser la station spatiale européenne ou d'autres pour diffuser de la musique, et elle est aussi également en dehors du territoire. Donc le système solaire, au moins on est tranquille quelque temps. Et je disais, mais il y a vraiment des gens qui pensent à ça, et le gars m'a dit, tu sais, dans les jeux vidéo, ils ont perdu un certain nombre de droits, ils ont perdu Tetris par exemple, parce qu'ils ont refait formuler le contrat en disant, le jeu Tetris sur ordinateur, l'ordinateur comporte un écran, un machin, un clavier, et ensuite quand ils sont travaillés avec les jeux vidéo, ils ont dit, il est où le clavier? Donc les droits Tetris fument. Et donc ils m'ont dit, voilà, le système solaire, c'est pour bloquer ça. Donc il y a des tas de gens qui se posent des tas de questions, tu dois le savoir certainement mieux que nous, mais le coût du système solaire, ça existe. J'ai signé le contrat, et c'est un contrat standard.
c'est pas qu'on s'ennuie, mais il y a dans 5 minutes une autre conférence qui démarre. Alors on va laisser le mot de clôture à Emmanuel Pierrat, en le remerciant déjà de nous avoir en tout cas ouvert plein de pistes et donné envie de mieux découvrir. Petite question, moi, avant qu'il conclue, le livre sur l'édition numérique d'Emmanuel Pierrat, il sort quand? Alors, je crois que j'en publierai pas, parce qu'il faudrait le remettre à jour à peu près tous les 6 mois, et sincèrement, comme tu l'as dit, je dors 12 heures par nuit, donc c'est incompatible avec mon rythme de travail. Non, j'en ferai un, je pense, l'année prochaine, mais pour l'instant, sincèrement, comme on va dire chaque ministre de la Culture, chaque commission européenne a sa directive dans sa poche qui est contraire au texte précédent, et qu'on est en train de se battre, moi je suis en train d'essayer de comprendre comment s'appliquent à l'heure actuelle encore les arrêtés qui viennent d'entrer en vigueur de la DAFSI, donc j'essaie le texte encore une fois avant la DOPI, hein. Sachant que les textes de la DOPI, pour en grande partie, ne sont toujours pas en vigueur, et qui sont déjà en contradiction avec plusieurs autres textes, donc faire un bouquin sur le droit de l'édition numérique ou quoi que ce soit pour l'heure actuelle revient à dire en clair, rien ne fonctionne, rien ne s'imbrique, et à pointer du doigt les difficultés. Mais les difficultés de notre ami sur le système solaire, etc. Et par ailleurs, ça c'est effectivement, moi je me suis bêté faire toquer, j'avais mis tout l'univers une fois dans un contrat. Donc, mais c'était au moment où Coca-Cola avait des projets de pub sur la Lune. Avec un système donc, de réflexion. Ils voulaient inscrire Coca-Cola en énorme sur la Lune. Et ils ont reculé non pas en raison des moyens technologiques, hein, mais parce qu'ils pensaient que ça serait peut-être après contre-productif. En termes d'image de marque. On leur a filé l'album Zorglub, et donc, ceci dit, comme on écrit par exemple en matière de cinéma des clauses sur la diffusion dans les avions, puisqu'on est en territoire extraterritorial, hein, et donc on se retrouve avec des systèmes parfois ou des clauses un petit peu amusantes. Non, pour terminer, juste, moi je suis très heureux, je viens de récupérer, à force de voir des contrats ahurissants en droit américain, sur des livres qui n'existaient plus en version papier, les droits pour tout Claude Lévi-Strauss, puisque j'étais l'avocat de Claude et je suis l'avocat de sa veuve et de ses enfants. Et au bout d'un moment, l'édition américaine étant ce qu'elle est, et effectivement l'édition notamment universitaire fait que tout le monde était sur liseuse, et que les étudiants en anthropo, en ethno, quoi que ce soit, ou en sciences humaines en général, lisent Triste Tropique en version numérique, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, à regarder le Galimatia, j'ai eu un vrai problème d'ailleurs, qui était assez amusant, c'est Monique m'appelle et me dit, Monique Lévi-Strauss, pardon, m'appelle et me dit, Manuel, je comprends rien du tout, je reçois des droits d'une université que je ne connais pas. Donc elle a vraiment une université paumée, celle où on envoie les sous ratés qui payent très cher. Et elle me dit, je ne sais pas du tout qui sont ces gens et comment ils ont les droits de la pensée sauvage. Donc qui n'est pas un livre négligeable dans l'œuvre de Lévi-Strauss. Donc je finis par regarder qui sont ces gens, je dis mais où est le contrat, elle me dit ah j'ai un problème, c'est que Claude a fait don de toutes ses archives à la Bibliothèque nationale de France et dans les archives il y a les contrats. Donc j'appelle la Bibliothèque nationale de France, car normalement un programme de numérisation des archives, etc. Elle me dit oh là là, le fonds Lévi-Strauss, peut-être dans 20 ans, on aura numérisé. Je dis écoutez, je sais que je peux avoir une faveur, je voudrais dire consulter, faire les copies de tous les contrats de Lévi-Strauss, parce que là je suis dans un petit bazar. Claude s'était réservé des droits américains depuis très longtemps, hein, depuis que Plon en 1950 avait été incapable de lui trouver un éditeur américain. Il avait dit puisqu'ils n'en trouvaient pas, je me garde les droits. Et l'année d'après, il a fait Triste Tropique. Plon s'en est légèrement mangé les doigts. Il s'avère que donc, je finis par retrouver le contrat, je finis donc par retrouver l'éditeur américain qui effectivement, en dépit de toutes les règles valable, etc., partant d'un contrat donc, qui date de 1954, qui ne mentionne, vous l'imaginez, pas tout à fait l'iPad, se retrouve à exploiter absolument sans droit et en état de contrefaçon. Alors quand vous avez envoyé une lettre à une université américaine et que vous mettez en bon avocat franchouillard droit moral en français avec des guillemets, ils ne savent même pas ce que c'est, ils savent que ça coûte cher, c'est tout. Et donc, immédiatement, voilà, tous ces gens ont rendu sympathiquement les droits et nous avons signé un contrat extrêmement fair-play en termes d'usage, de pourcentage, ainsi de suite, avec Cornell et Yale, qui sont des universités plutôt valables en termes notamment de diffusion numérique. Donc, on va dire, effectivement, il faut rester vigilant sur l'usage qui est fait, notamment dans le milieu universitaire et la façon dont c'est fait. Moi, ça m'amuse plutôt dans l'autre sens quand... vous savez, vous avez vu le procès qu'avait fait la fille qui travaillait sur Lolita
qui faisait une thèse l'année dernière sur donc Lolita de Nabokov, et elle faisait sa thèse uniquement avec de l'hypertexte et des liens qu'elle mettait sur une édition entièrement numérique. Et il y a eu un bug sur le Kindle, je ne sais pas ce qu'ils ont trafiqué, mais enfin bref, ils ont éliminé tous les fichiers qui avaient été à distance, ce qui est quand même formidable. Ils ont eu la possibilité technologique donc d'éliminer les fichiers que vous aviez téléchargés pour un truc en vous les remplaçant. Donc la fille a 2 ans de thèse, dans laquelle on lui a remplacé la totalité de son fichier annoté par ses soins, par une version entièrement neuve et on va dire économiquement plus lisible de Lolita, mais évidemment sans 2 ans de travail de thésarde. Donc elle a attaqué, ce qui fait que vu les dommages d'intérêt qu'elle a trouvés, qu'elle a touché, finalement elle n'a pas fini sa thèse. Donc on n'en saura pas plus sur Lolita. Donc voilà. Eh ben voilà une jolie conclusion. Voilà une jolie conclusion. Merci à Emmanuel Pierrat.